Français parlent au français. C'est un livre coup de poing, sans complaisance et politiquement incorrect. Madame, vous êtes une prof de merde. Une jeune enseignante qui raconte comment son métier est devenu un enfer. Entre les insultes et les menaces, voici maintenant le témoignage du 13h. Le témoignage de Charlotte Charpeau. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est vous qui avez signé ce livre. Madame, vous êtes une prof de merde, aux éditions de l'Arbre. Pourquoi ce titre? Ce n'est pas seulement une provocation, je crois. C'est une phrase que j'ai entendue dans le cadre d'un de mes cours. Alors je l'ai choisie parce que personnellement, il me fait encore malgré tout rire. Je trouve que l'élève a été polie, elle a utilisé le vous et elle a dit madame. Racontez-nous quel a été le choc de votre premier poste lorsque vous êtes devenue enseignante. Alors j'ai été affectée à Nîmes et j'ai été affectée dans ce qu'on peut appeler la banlieue nîmoise, qui est très clairement réputée pour être assez violente, et d'ailleurs elle a été classée de cette façon-là. Et je me suis retrouvée avec des élèves entre 11 et 16 ans, de tous horizons. En collège, donc. En collège, ce qu'on appelle en fait des classes de français langue étrangère. Donc il faut savoir qu'on y met là tous les élèves sur le simple critère qu'ils ne parlent pas français. Donc vous étiez prof de français? Oui. Et vous êtes retrouvée dans l'impossibilité de faire votre métier, tout simplement, non? Ben oui, on m'a jamais appris à apprendre à lire à un élève, et là c'est devenu mon travail. Et on sait même pas quand on est formé qu'on est susceptible d'être amené à donner ce genre de cours en fait. Alors ça c'est le quotidien, j'allais dire, que vous avez vécu en tant que prof. Il y a un autre quotidien qui est un quotidien de violence quasi quotidienne. Oui, la violence, la surexcitation, les insultes permanentes, les bousculades. Concrètement, qu'est-ce qui vous est arrivé? Concrètement, j'ai été amenée à porter plainte par rapport à un élève, on m'a brisé mes lunettes, on m'a bousculé très fréquemment, puis les insultes pleuvent. Alors après 5 ans à Nîmes, écœuré, j'imagine? Oui, oui, bien fatigué en tout cas. Vous décidez d'aller en Belgique? Tout à fait. Vous dites que là c'est merveilleux, le système de l'éducation en Belgique est meilleur et... En Belgique, enfin en France, on dépeint un peu la Belgique comme un Eldorado assez incroyable où on fait des économies faramineuses. Et en réalité, la situation scolaire en Belgique est absolument effrayante et bien pire qu'en France. Donc j'ai pu y constater que les projets de loi et de réforme qu'on est en train de mener à l'heure actuelle côté français vont nous amener à la situation belge. Mon premier jour de classe à Bruxelles a été pour le moins folklorique. Je m'apprêtais à enseigner à des 4e techniques, des enfants entre 17 et 18 ans. Ils sont entrés dans la classe tel un troupeau déchaîné. Je suis resté sans voix devant l'énormité de la chose. Dans la cohue, un élève lance: « Allez, laisse-la se présenter, ne soyez pas dégueulasse. » Et ce n'a été que les 5 premières minutes. La 2e heure de cours, j'ai pris une pièce de monnaie sur le verre de ma lunette qui a explosé. La 3e heure, on m'a traité de pute. Oui, la routine un peu violente, mais c'est vrai que c'était devenu la routine. Quand on commence dans les 5 premières minutes à ce degré de violence-là, on se doute de là où ça peut finir. Et ça a d'ailleurs assez mal fini puisque j'ai fini par démissionner. Donc. Et vous avez très vite d'ailleurs eu des symptômes même physiques, puisque vous écrivez: en l'espace d'un mois, j'ai commencé à me couvrir de pustules, de psoriasis, à accumuler les épisodes de migraine, de somnolence, d'angoisse, ronger mes ongles, frotter mes yeux. C'était ça votre quotidien? Oui, c'était le quotidien, mais c'était déjà le quotidien en France, et puis c'est le quotidien de la plupart de mes collègues, quoi. C'est-à-dire que j'ai rencontré plein de personnes extraordinaires, et puis après, toutes ces personnes extraordinaires ont fait une dépression, ont changé de route, ont repris leurs études, ont déménagé à l'étranger pour s'en aller, quoi, pour fuir, et ça c'était en France. Donc. En France, où vous racontez très bien dans le livre un peu la loi du silence, dans la salle des profs, avec vos collègues et même vos responsables, on n'en parle pas vraiment. Vous dites la fatigue, la charge de travail et la faiblesse des plus jeunes enseignants rendent presque impossible l'échange et le soutien entre collègues. C'est-à-dire que quand on est vraiment crevé et en état de résistance et de survie, on n'a plus l'énergie d'aller écouter le collègue qui est lui aussi dans la même situation. Donc il y a un moment, on n'échange plus, quoi. On rentre chez soi pour dormir, ça devient vital. Vous dites dans le livre que vous êtes un peu seul face à la meute. En ce qui concerne la direction de l'établissement, on vous dit carrément de vous taire, notamment quand on vous casse vos lunettes, puisque vous avez subi des violences verbales, pas physiques, mais des lunettes cassées. On vous explique quoi? Je pense simplement que ça arrange bien tout le monde à l'heure actuelle de faire disparaître l'effet de violence des fichiers. Donc on connaît tous ce rapport qui a été publié par Le Point il y a quelques années, qui a créé la polémique et le scandale. On en dira ce qu'on veut, mais bon, cacher un fait de violence, c'est toujours préserver la réputation d'un établissement. Donc ça peut arranger de nombreuses personnes. Et donc on vous a dit carrément sur vos lunettes par exemple de dire qu'elles étaient tombées et puis voilà quoi. Oui, je suis tombée toute seule. J'ai pas eu d'accident ni d'agression. C'est ce qu'on vous a demandé. Ouais. Écoutez tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois.
Le fantôme n'est pas bavard.